Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on continue nos découvertes de composants. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des circuits intégrés logiques qui vont nous permettre de réaliser des automatismes et qui vont nous permettre de remplacer parfois très avantageusement euh, des relais, tout simplement. Ça va nous permettre, là, le petit jeu d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de créer un système de signalisation de type de balle à trois feux, hein, qui soit vraiment quand même performant, euh, dont on récupérerait, donc on va récupérer les informations de détecteurs par consommation de courant, et avec ces informations-là, on va pouvoir gérer la signalisation d'un réseau ferroviaire. Alors, les circuits intégrés logiques. Alors, c'est quoi ces trucs-là? Alors, je considère toujours que je m'adresse surtout aux débutants, mais bon, il y a peut-être parmi vous des gens qui savent évidemment déjà, qui connaissent un petit peu déjà les circuits intégrés logiques. Alors, ces circuits intégrés logiques, qu'est-ce qu'ils contiennent? Ils contiennent des portes qui vont permettre de réaliser certaines fonctions. Ce sont des fonctions de type booléen, tout simplement. Alors, la première fonction dont on peut avoir besoin, ça serait de pouvoir inverser le signal. Alors, déjà, il faut que je parle des deux états possibles en logique. Euh, En logique, on va avoir que deux états possibles. L'état bas ou l'état haut. Très bien. Alors, l'état bas, généralement, ça va correspondre à 0 volts, tout simplement. C'est pas rien, hein, c'est 0 volts, attention. Et l'état haut, ça va correspondre, selon les circuits intégrés qu'on va utiliser, souvent ça va correspondre à 5 volts. Mais avec certains circuits intégrés, ça pourrait être plus que 5 volts. Mais souvent c'est 5 volts. Sur les Arduino, on le voit bien, ça sort du 5 volts. Voilà. Donc on va avoir que deux états possibles, soit du 1, soit du 0, tout simplement. Donc là on est déjà vraiment en- on est dans le monde numérique. Il n'y a pas à tortiller. Il peut y avoir un troisième état, qui est bien pratique d'ailleurs, un troisième état dit de haute impédance. C'est-à-dire que dans certains cas, avec certains types de circuits intégrés, on va pouvoir créer une sortie à haute impédance, c'est-à-dire comme si on avait un fil coupé. C'est-à-dire, c'est pas zéro, c'est pas un non plus, c'est un fil coupé. On n'a rien, comme si on n'avait rien derrière. Bon, on verra ça tout à l'heure parce qu'on va en avoir besoin. Donc, la première fonction dont on peut avoir besoin, c'est d'inverser l'état, euh, inverser un état, tout simplement. Donc, on pourrait utiliser une porte note. Si on a du 1 à l'entrée, ben on va récupérer du 0 à la sortie. Et inversement, si on a du 0 à l'entrée, on va récupérer du 1 à la sortie. Tout simplement. Ça permet d'inverser un état. C'est très très pratique, on le verra tout à l'heure. Après, on aurait la fonction et. Alors là, pour avoir du 1 en sortie, il faut avoir du 1 sur A et sur B. Si on a autre chose que... Si on est dans une autre configuration, mais ici on aura 0. Voilà la table de vérité. Hein, si on a 0 et 0 en entrée, on aura 0 en sortie. 0 et 1 en entrée, on aura 0 en sortie. 1 et 0 en entrée, on aura 0 en sortie. Par contre, 1 et 1 en entrée, on aura 1 en sortie. Ensuite, on peut avoir besoin de portes NAND. Donc, c'est le mariage d'une porte et d'une porte NOT, tout simplement. C'est-à-dire que c'est exactement comme une porte et, mais on réinverse le résultat à la fin. Donc là, si on a du 1 ici et du 1 ici, normalement, on devrait avoir du 1 ici, mais comme on réinverse, on a du 0, tout simplement. Ce qui fait que la table de vérité d'une porte NAND, c'est strictement l'inverse euh, c'est strictement l'inverse de la table de vérité d'une porte AND, tout simplement. Hein. Ensuite, on peut avoir besoin d'avoir la fonction OU. Alors là, pour avoir du 1 en sortie, il faut avoir du 1
sur A ou sur B ou sur les deux, pourquoi pas. Très bien. Voilà la table de vérité, pas de problème. Ensuite, on peut avoir besoin de la fonction NOR, c'est-à-dire c'est une fonction OU plus une fonction NOT. Donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir, mais le résultat est à nouveau tout inversé à la fin, ce qui fait que cette table de vérité, c'est strictement l'inverse de celle-là, sans problème. Voilà, donc là, on voit qu'on a beaucoup de combinaisons possibles. On peut tout faire, quoi, hein. Après, voilà, il faut être un minimum logique. Alors, la logique, c'est simple, mais c'est vrai que quand on a des systèmes un peu complexes, ça peut devenir quand même un petit peu compliqué. Si. Après, on peut avoir du ou exclusif. Alors là, pour avoir du 1 en sortie, faudra avoir du 1 sur A ou sur B, mais pas les deux à la fois. Voilà, c'est ou exclusif. Ou alors on peut avoir du XNOR, c'est un ou exclusif, mais mélangé avec en plus une porte inverseuse, ce qui fait que la table de vérité est à nouveau strictement l'inverse de la porte ou exclusif normale. Bon, voilà. Voilà en gros les quelques fonctions dont on aura besoin pour créer plein de choses, hein, mais vraiment beaucoup de choses. Les ordinateurs, tout ça, ça fonctionne avec ce genre de porte. Alors après, les circuits logiques, il y a deux grandes familles. La famille TTL qui tend un petit peu à disparaître, mais qui est bien là encore et qui rend d'énormes services. C'est-à-dire que pour nous, modélistes, les TTL, ça va très bien. Alors c'est fait à base de transistors bipolaires classiques. On pourrait s'amuser à créer des fonctions uniquement avec des transistors bipolaires. Ça pourrait être très didactique, très amusant. Enfin bon, c'est tout fait, donc on va pas s'embêter. Donc la famille TTL, alors souvent c'est la série 74 plus un numéro là ici, hein. Voilà, alors ça s'alimente en 5 volts, c'est ce qu'il faut retenir. Les TTL, c'est du 5 volts, et les CMOS, c'est de 3 à 18 volts. Voilà, jusqu'à 15 volts. 18 volts, ça me paraît un peu beaucoup, mais enfin, de 3 à 15 volts. Donc les CMOS, c'est aussi fabriqué à base de transistors, mais de transistors MOSFET, qui ont l'avantage de ne pas consommer du tout de courant, mais du tout, de courant en entrée. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que les CMOS sont, finissent par remplacer les TTL, quoi. Les TTL, on en utilise de moins en moins. Mais bon, comme je vous dis, pour nous, modélistes, avec la série TTL, on en a assez finalement. Alors, les CMOS, il y a la série 4000 qui est très connue, mais attention, parmi les CMOS, il y a aussi des 74 quelque chose. 74C, par exemple, 74 HC, par exemple, là, il y a pas très longtemps, j'ai parlé d'un registre à décalage, le 74 HC 595. Eh ben, c'est un CMOS. Il fonctionne par contre en 5 volts comme un TTL, mais c'est du CMOS. À l'intérieur, c'est plutôt du CMOS. Voilà. Alors attention, les CMOS, il y a une petite précaution à prendre quand on les manipule et quand on les soude. Ne pas porter de vêtements synthétiques, ne pas porter surtout pas de nylon ou de choses comme ça qui pourraient vous charger électrostatiquement, hein. C'est tellement sensible les CMOS que si on a un peu d'électricité statique sur nous, rien que le fait d'attraper le CMOS avec les doigts, on peut le claquer, tout simplement. Pareil pour le souder. Il faut un bon fer à souder dont la panne, il faut être sûr qu'elle est bien reliée à la terre. Sinon, il y a de gros risques de claquage d'emblée. C'est ultra sensible, ces machins-là. Mais après, une fois que c'est soudé, ça risque plus rien, hein. C'est indestructible après. Voilà. Donc, les deux grandes familles, TTL et CMOS. Alors évidemment, vu que les TTL fonctionnent en 5 volts fixe, hein, 5 volts propre, hein, bien lissé, régulé et tout,
et que les CMOS, eux, il y a une marge de tension, on peut les alimenter donc entre 3 et 18 volts. Parfois, on pourrait être tenté de mélanger du CMOS avec du TTL, c'est-à-dire que du CMOS, ça peut fonctionner aussi en 5 volts. Alors c'est faisable hein, de mélanger plusieurs technologies, mais il peut y avoir des petites adaptations à faire, des petites résistances de pull-up ou de pull-down à placer entre les circuits éventuellement. Alors on va vite fait parler des niveaux logiques, puisque en TTL, bon, ben, en TTL on est donc au maximum à 5 volts. Alors on va considérer que sur une entrée TTL, pour qu'elle soit considérée comme haute, comme étant un état haut, il lui faut au minimum 2 volts. Et un état bas au maximum, il faudra envoyer pas plus de 0,8 volts. Sinon, ça risque d'être considéré comme un état haut. Voilà. En CMOS, par contre, ben, dès qu'on a dépassé les 55% de la tension d'alimentation, on considère que c'est un état haut, tout simplement. Et en dessous de 45% de l'alimentation, on aurait plutôt un état bas, donc au maximum là. Pareil pour les sorties à output. En TTL, une sortie au minimum, elle va donner, pour donner un état haut, elle va donner 2,4 volts. Et pour avoir un état bas, au maximum, elle sortira 0,4 volts. Par contre, en CMOS, un état haut, ça va sortir 95% de l'alimentation. Et un état bas, au maximum, ça sortirait 5% de l'alimentation. Voilà. Donc il y a des petites choses à prendre en compte quand on veut mélanger les deux technologies. Mais enfin, généralement, on essaye de faire tout avec une technologie et ça va très bien. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure éventuellement d'un troisième état à haute impédance. Alors, ça existe réellement. C'est ce qu'on appelle un buffer. Alors nous, généralement, ces buffers, ils sont, euh, ils sont prévus, enfin la plupart des buffers sont prévus pour gérer plusieurs bits à la fois. Par exemple, on va pouvoir autoriser un bus à parler ou non. Grâce à ce troisième état, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Nous, dans notre activité, là, on aurait besoin plutôt de buffers indépendants. Et ça existe aussi, il n'y a pas de souci. Par exemple, le 74 LVC 1G125, là, bon, mais il nous crée cette fonction. On va voir comment ça fonctionne. En fait, ici, pour que, pour que ce qu'on met sur A se retrouve aussi en Y, eh ben, il faut qu'on ait un état bas sur la commande. Donc c'est comme une porte tout à fait normale, mais avec une broche de commande. Là, on voit que si la broche de commande est à l'état bas et que l'entrée est à l'état haut, on trouve en sortie un état haut, il n'y a pas de problème. Si toujours la commande est à l'état bas et qu'on a sur l'entrée un état bas, on va retrouver à la sortie un état bas, c'est-à-dire on retrouve vraiment ce qu'on met à l'entrée, on le retrouve à la sortie. Mais par contre, si la commande est à l'état haut, alors là, peu importe ce qu'on met à l'état sur l'entrée A, eh bien, on retrouvera Z à la sortie. Alors Z, c'est quoi? C'est vraiment cet état de haute impédance, de fil coupé. Vraiment comme si on avait un fil coupé. Et ça peut être très très pratique en informatique. Voilà, ça permet de donner la parole à un bus ou à un autre. Voilà. Très bien, ok. Tout ça, ça va nous amener. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Par exemple, un driver, là, un bit, 3 états. Voilà. Le prix. Alors, quand je vous dis que vraiment ça coûte rien, ça coûte vraiment rien du tout. Donc, bon, ça peut servir. Alors, pour pouvoir créer notre signalisation, on va d'abord réviser un petit peu. On va d'abord s'amuser à la créer avec des relais bistables. Alors, c'est quoi un relais bistable? C'est un relais donc, qui contient non pas une bobine, mais deux bobines. Et ces bobines-là, il va falloir les alimenter juste par impulsion. C'est-à-dire, on ne va pas alimenter ce genre de relais en permanence. On va juste envoyer une impulsion sur une bobine. Les inverseurs vont se mettre
dans une certaine position. Et si on envoie une impulsion sur l'autre bobine, les inverseurs vont donc s'inverser. C'est-à-dire ça va faire exactement ça là. À chaque fois qu'on alimente une bobine, et puis à nouveau l'autre, eh bien, les inverseurs s'inversent. Donc c'est leur travail. Ok, ça va nous permettre, ben, si on réalise ce câblage-là, eh bien, ça nous permet déjà de faire quelque chose d'assez intéressant. Disons la base de notre petite signalisation. Mais on fera beaucoup mieux avec les circuits intégrés logiques. Donc on voit là qu'on a des ILS, on a 3 relais bistables, très bien, et 3 feux, enfin 3 signaux à 3 feux. Voilà. On va considérer que notre locomotive arrive de la gauche vers la droite. Elle est équipée d'un aimant, évidemment, pour pouvoir activer l'ILS. Bon, très bien. Là, on va voir que quand on va activer cet ILS, eh bien, les inverseurs ici vont changer de position. Donc, du coup, on va avoir le 0 volt ici, va pouvoir se retrouver, va passer ici par le fil T là. Et on devrait avoir le rouge allumé, puisqu'on boucle ici au plus 12 comme un positif. Hein. Voilà, bon, on va essayer. Voilà ce qui se passe au début. Notre locomotive a activé l'ILS, elle a activé cette bobine, et du coup les contacts se sont mis de cette position. Et on voit bien, là, si on part du plus 12 par exemple, alors il n'y a pas les résistances là, si c'est des LED, évidemment il faut mettre des résistances. On part du plus 12, notre fil, là ici ça passe par là, et on arrive bien au 0 volt, il n'y a pas de problème. Donc notre locomotive maintenant est par là. Elle va bientôt arriver au deuxième ILS. Alors qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, elle a activé cette bobine, donc du coup on se retrouve avec du rouge ici, mais elle n'a pas fait que ça, l'ILS ici a activé aussi l'autre bobine du relais précédent. Ce qui fait que là, on a le jaune allumé. C'est intéressant ça. On regarde si vraiment c'est plausible. On part du plus, le jaune, pas de problème. Effectivement, là oui, on peut passer. Là, on revient sur le relais précédent. Effectivement, oui, on peut passer. Et on revient au 0 volt. Pas de problème. Très bien. Maintenant, notre locomotive est par ici. À nouveau, elle active cette bobine ici. Donc le rouge ici s'allume. Le jaune s'allume exactement de la même manière que tout à l'heure. Mais en plus, maintenant, on a aussi le vert allumé ici, qui passe par ces contacts-là. Donc on voit que pour avoir du rouge, du jaune et du vert, en fait, on passe bien par les trois relais. Alors là, j'ai mis que 3 relais, hein, mais on pourrait en mettre autant qu'on veut, hein, autant qu'on a de cantons. Il n'y a pas de problème. Alors ça marche pas mal. Ça marche même très très bien. Mais ça a quand même un gros défaut pour moi. D'abord, l'emploi d'ILS. Les ILS, moi, je trouve que c'est fragile. Ça oblige à coller un aimant sous la machine. J'aime pas ça. Voilà, j'ai jamais aimé trafiquer les machines. Même juste un petit aimant, ça me dérange. Voilà. Je préférerais un système qui fonctionnerait par détection de courant. C'est-à-dire, au moins, on aurait une détection permanente. Mais du coup, là, je ne peux pas utiliser vraiment de relais bistable. C'est un peu embêtant. Et ce système-là a surtout un gros défaut, c'est qu'en fait, ici, notre machine, elle vient de passer l'ILS, donc elle laisse le rouge derrière elle, mais le jaune s'allume trop tôt. Et ouais, parce que imaginons que ce soit un train un peu long, il y a encore des wagons du train ici, là, entre ces deux ILS, il y a encore des wagons. Et pourtant, nous, on est déjà autorisé à démarrer puisqu'on a le jaune. On n'a pas, il faudrait qu'on ait du rouge. Là. Si le train est un peu long, c'est un petit peu embêtant. L'avertissement s'allume trop tôt. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut faire la même chose que ça, mais en beaucoup mieux, avec des circuits intégrés logiques. Donc, je vous montre ça sur un logiciel qui s'appelle Logisim. Alors déjà, je vais juste vous montrer vite fait
une porte haie, là, toute bête. Donc là, ça permet de simuler des circuits logiques. Alors attention, c'est le monde des bisounours, hein. Là, j'ai mis une LED, j'ai pas mis de résistance, c'est même pas prévu d'en mettre, hein. D'ailleurs, le circuit est même pas rebouclé, et pourtant la LED va s'allumer. C'est vraiment de la simulation, c'est que de la simulation. Dans la vraie vie, on met une résistance, et évidemment, on reboucle le circuit, sinon ça marcherait pas. Là, on va voir que si j'ai du 1 ici et là, ben, j'ai ma LED qui s'allume. Par contre, dès qu'une des deux conditions n'est plus remplie, ben, la LED s'éteint, tout simplement. Là, on voit que ça reste éteint. Et là, maintenant que j'ai mis les deux entrées à 1, il n'y a pas de problème. Là, ça s'allume. On pourrait déjà donc créer des conditions. Si on veut que cette LED s'allume uniquement si sur les trois entrées ici, là, j'ai mis deux portes haies en enfilade, comme ça, eh ben, pour avoir ma LED allumée ici, ben, il faut que j'amène du 1 ici, du 1 ici et du 1 ici. Et dès qu'une des conditions n'est plus remplie, la LED s'éteint. Tout simplement. D'accord? Là, j'ai fait la même chose. Alors là, attention, cette LED, je l'ai câblée à l'envers. C'est-à-dire là, j'ai mis la cathode de ce côté-là. Bon, là, c'est pareil, le circuit n'est pas bouclé, hein, c'est juste de la simulation. Là, on va voir ce que ça fait une porte non haie, donc hein, une NAND. Ben, si on a un ici, donc on a un ici, ben, on se retrouve avec 0 ici. Mais 0, ça me permet, du 0 volt, ça me permet de câbler une LED dans l'autre sens. Imaginons qu'ici, elle reçoive du plus, avec une résistance évidemment. Donc déjà là, je peux faire, allez, je peux faire clignoter, enfin pas clignoter, mais passer d'une LED à une autre avec juste finalement un bouton poussoir, là, tout simplement. Voilà, ça peut être pas mal. Après, il y a évidemment la bascule RS. Et là, ça, c'est très important. Alors, on l'a déjà un petit peu vu la dernière fois avec le 555. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à faire ça, parce que dans le 555, il y a une bascule RS. Et là, on va pouvoir le faire avec deux portes NAND câblées de cette manière, c'est-à-dire que la sortie de l'une va dans l'entrée de l'autre. Et ici, la même chose. Et puis, ça nous laisse deux entrées ici. Et bien, on va voir qu'à chaque fois que je clique, que j'envoie une impulsion sur une entrée, eh ben, c'est la LED, les LED se changent, quoi. On passe du violet au blanc et du blanc au violet. Alors, j'ai pas choisi ces couleurs au hasard. Là, on a déjà moyen de faire des signaux de voie de service, des carrés violets, tout simplement. Alors, une fois que la LED blanche ici est allumée, hein, je beau réappuyer, il ne se passe plus rien. Pour allumer l'autre, il faut que j'envoie une impulsion ici. Juste une impulsion, ça suffit. Je peux aussi laisser à zéro, mais une impulsion, ça suffit. OK? Donc là, je l'ai câblé avec des portes individuelles comme ça. J'ai fait la même chose ici avec un vrai, ce qu'on trouverait réellement dans un vrai circuit intégré. C'est un 7400, voilà, c'est ça, c'est marqué. Alors, je peux afficher ou non la structure interne, voilà. 7400. Je vais remettre la structure interne pour qu'on comprenne bien. Voilà, je l'ai câblé, c'est exactement le même schéma que là-haut. Et on va passer en simu, ici. Voilà. La bascule RS. Là, ça permet vraiment déjà d'avoir, de mémoriser un état. C'est super pratique. C'est tellement pratique que du coup, en se débrouillant, en réfléchissant, ben, il y a moyen de créer ce qu'on a vu avec les relais, mais là je l'ai créé avec des portes logiques. Donc là, des portes NAND pour la plupart, des portes inverseuses aussi, et des buffers commandés, donc, qui vont laisser passer ce qu'il y a à l'entrée uniquement si, ce qu'on met sur la commande, si c'est le bon état qu'on met sur la commande. Et on va voir que ça revient, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec les relais. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Donc là, je vois qu'ici, j'ai du vert, donc je peux passer.
Donc je passe. Très bien. Du coup, ça affiche le rouge ici. Alors je vais tout remettre à 0 déjà, pour qu'on comprenne bien. On va partir au début. Yes. Voilà. On va partir au début. Donc là, ici, on avait du je sais plus quoi, et on a du rouge. Bon, très bien. Là, ici, on passe l'ILS. Là, on va dire qu'on est toujours avec des ILS. Maintenant, on a le rouge ici, le jaune ici, et derrière, c'est bouclé, hein. Derrière, on a du vert. On continue. Voilà, ça se déplace, il n'y a pas de problème. Et ça se déplace encore. Voilà. Alors, comment j'ai fait ça? Ben voilà, donc juste avec des portes NAND, tout simplement. Des portes inverseuses de temps en temps, quand j'en ai eu besoin. J'ai eu besoin d'une porte inverseuse par cellule. Et deux buffers commandés, des buffers contrôlés, donc à 3 états, qui me permettent d'avoir une haute impédance. D'ailleurs, la haute impédance, là on la voit, quand le fil est bleu, c'est que c'est une haute impédance. Mais seulement ce truc-là, il a exactement le même défaut que ce qu'on vient de voir avec les relais. Si mon train est un peu long, ça, c'est pas terrible, terrible. Alors je me suis creusé encore un petit peu plus la tête. Et du coup, j'ai créé ça. Alors en gros, c'est la même base de schéma. On retrouve ici une bascule RS, pas de problème. Mais j'ai rajouté devant, j'ai rajouté une porte NAND avec ici une porte inverseuse qui va, ça va absolument tout changer. Ensuite, on a à nouveau ici une porte inverseuse. Ici, un buffer commandé. Ici, voilà, il nous faut deux buffers commandés par cellule. Il nous faut deux portes inverseuses par cellule. Et il nous faut quatre portes NAND. Et voilà, et c'est terminé. Alors ça vaudrait quelques centimes, hein, vraiment. Donc là, on va voir que ça peut fonctionner avec des détections par consommation de courant. On le voit tout de suite. Imaginons, on a notre train qui est détecté, on clique ici. Donc la détection envoie du 0 volt, pas de problème. Elle envoie un état bas. Donc le rouge vient de s'allumer ici, on laisse le rouge derrière nous, pas de problème. Seulement, le train, il est long et on va toucher l'autre détection avant d'avoir fini d'être détecté ici. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, ici, à nouveau, ça s'allume rouge. Pas de problème. Notre train finit quand même par complètement sortir de cette zone. Du coup, ici, ça repasse à 1. Pas de problème. Et ainsi de suite. Et là, on a vraiment le fonctionnement impeccable de, voilà, d'une signalisation de base. Mais voilà, imaginons que le train est vraiment, il est toujours aussi long, même parti. Voilà. Là, il est ici, bon, très bien, mais il va toucher l'autre zone de détection avant d'avoir quitté celle-ci. Et donc, uniquement quand il aura quitté cette zone de détection, l'avertissement pourra se mettre en marche. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Hein, c'est pas très compliqué, mais bon, je me suis quand même un petit peu creusé la tête pour avoir vraiment les fonctions que je voulais. Voyez, là, par exemple, on voit les hautes impédances. Là, voilà. Alors là, j'ai fait avec des buffers, des buffers commandés qui inversent, mais on aurait pu faire avec des buffers commandés qui n'inversent pas. On aurait pu inverser ailleurs, on aurait pu. Il n'y a pas vraiment de souci. Là, à un moment donné, par exemple, vu que dans les circuits intégrés, il y a 4 portes NAND, plutôt qu'ici d'utiliser une porte inverseuse, puisque j'avais besoin d'inverser le signal, ben, j'ai utilisé la quatrième porte NAND, j'ai relié les deux entrées ensemble, et du coup, ça me crée une porte inverseuse, tout simplement. Avec les portes NAND, on peut vraiment créer beaucoup de choses finalement, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Les relais, c'est sympa, mais ça fait du bruit, ça coûte cher. Mine de rien, les composants électromécaniques, c'est pas le moins cher. Et en se creusant un peu la tête, ben, il y a moyen de faire ça. Alors, ce système-là fonctionnerait très bien avec le système ABC, par exemple, dont je vous parle depuis quelques temps maintenant, qui est vraiment un système sympa, je trouve. Voilà, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai fait évidemment à nouveau qu'effleurer le sujet hein, des circuits intégrés logiques, mais j'ai voulu vous le mettre en pratique pour notre activité. Voilà, je crois que c'est chose faite. Ça risque de vous donner envie de créer des trucs. Si vous voulez télécharger Logicim, c'est gratos, il n'y a y a pas de souci. C'est pas un logiciel très compliqué. Il y a quelques tutos sur Internet. Voilà, il y a moyen de faire des choses vraiment très très sympas. Alors attention, il vous faut cette version-là, parce que dans certaines versions, il n'y a pas... voilà, là, il y a quelques circuits intégrés les plus courants, disons. Là, on trouve les circuits intégrés, là, on trouve les portes, toutes bêtes, individuelles. Par exemple, j'ai besoin d'une porte, je sais pas moi, d'une porte NAND. Je la prends, je la place, et j'ai plus qu'à relier des fils, tout simplement. Hein. Là, les fils avec la souris, et puis c'est terminé. C'est assez facile, et ça permet de simuler, de voir vraiment si ça fonctionne ce truc-là. Alors là, attention, j'ai allumé les LED directement avec les circuits logiques. Il faut savoir que ce sont des circuits, ce pas des champions du monde au niveau intensité qu'ils peuvent fournir. En fait, là, à la sortie de ça, il faudrait, pour bien faire, là, il faudrait un circuit un peu spécialisé pour envoyer, pour être capable d'envoyer un petit peu de courant. Genre là, pour ça, moi, je mettrais bien des ULN 2803. Ça permettrait derrière de soit utiliser des LED, soit utiliser même des ampoules électriques. Voilà, il n'y aurait pas de souci. Mais là, au moins, on a toute la commande. On aurait toute la commande. Alors là, des cellules comme ça, là, j'en ai mis 6, hein, mais on en met évidemment autant qu'on veut. Hein. C'est vraiment pas un problème. On fait ce qu'on veut. Voilà, voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit, sauf ce que j'ai oublié, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.